Bonsoir et bienvenue à tous. Voici le titre principal de l'actualité. Il est bien trop tôt pour établir un bilan, mais c'est une quasi-certitude, les dégâts causés par les particules fines sont bien trop importants. L'alerte rouge est levée. Nous retrouvons nos reporters en direct de Clermont-Ferrand. On ne la voit pas, mais elle est partout autour de nous, la pollution atmosphérique. Particules fines, molécules de dioxyde d'azote et ozone font partie intégrante de la ville et ce phénomène inquiète, elles sont de plus en plus importantes. Vous savez, ces particules qui sont si petites et qui font tant de mal, elles pénètrent l'arbre pulmonaire et l'obstruent. Ces mêmes particules sont classées cancérigènes par l'Organisme mondial de la santé. Mais qui est concerné ? 60% de la population française, majoritairement des urbains. Ces Français respirent une air de qualité dégradée à très dégradée. Ce fléau de pollution atmosphérique est un problème de santé publique majeur et est la troisième cause de mortalité en France. D'après les dernières études, c'est environ 40 000 personnes par an en France. Mais d'où viennent ces polluants ? Comment sont-ils créés ? Comment sont-ils composés ? Frédéric Faucon est professeur de géographie. Les particules fines, c'est quelque chose d'assez complexe. Alors, c'est bien défini en termes de ce qu'elles sont, de type de particules, de grosseur de ces particules, etc., etc. Mais on pense toujours à ces particules fines par rapport à l'émission des moteurs. Mais il n'y a pas que ça. Les particules fines, c'est aussi ce qu'on appelle l'abrasion. Par exemple, l'usure des pneus, l'usure des plaquettes de frein. Et donc, on a une cohorte de particules fines qui sont liées, donc, d'une part, principalement à la combustion des moteurs et d'autre part, à l'usure des différentes pièces liées à la circulation. Pour ce qui concerne le trafic automobile, bien sûr, et routier de marchandises. Les camions ne sont pas exempts. On a différents facteurs qui sont liés aux grands secteurs d'activité humaine. Donc vous avez l'industrie, la circulation automobile, le chauffage urbain, et puis après en périurbain, en milieu rural, on peut ajouter l'agriculture qui compte aussi. Donc ce sont les principaux facteurs, principales sources d'émissions. C'est-à-dire qu'on a des parts qui changent selon le milieu dans lequel on se trouve. Si on se trouve en périurbain, en cœur de ville, etc., etc. Mais c'est plutôt en termes d'évolution qu'il faut peut-être se situer. On a aujourd'hui globalement, dans certains domaines d'activité, une baisse des émissions polluantes, mais pas forcément dans tous les domaines d'activité. Et en matière de transport, le fait que le trafic de véhicules carbonés augmente, même si chaque véhicule est moins polluant, on a globalement un secteur qui est à forte émission de polluants. Et qui augmente globalement. Clermont-Ferrand, d'abord, a une configuration un petit peu particulière. On a un effet de cuvette qu'on retrouve dans certaines autres villes de France, donc où on va avoir, selon les conditions climatiques, une tendance à avoir une concentration des polluants, soit dans des périodes de forte chaleur d'été, soit dans des périodes hivernales, où on a une concentration de polluants. Alors, au sein d'une ville, cette concentration, elle se fait de manière très différente en fonction de la circulation. Et si on regarde, par exemple, en direct une carte du site Atmo Auvergne, on va très bien voir les principaux carrefours routiers, les principaux axes de communication. Donc, on va avoir une pollution qui va être très différente selon les endroits de la ville. Je peux vous donner un exemple, c'est le carrefour autoroutier sud à Pérignat, où on va avoir souvent des concentrations fortes, et puis quelques grands carrefours urbains où vous allez avoir de la congestion, donc des véhicules qui sont arrêtés ou qui roulent à faible vitesse ou qui font des accélérations, décélérations, des endroits aussi où vous allez avoir du trafic poids lourd, et puis ça fait un cocktail qui va être assez important du point de vue des polluants. Bien sûr, on va suivre les pics de trafic, on va suivre les événements climatiques, le fait qu'on ait du vent, qu'on ait plus de vent, qu'il fasse plus ou moins chaud, etc., etc. Par contre, ça dépend des jours. On peut avoir des jours à forte pollution et puis des jours où on a... Alors, Clermont-Ferrand est dans une zone
où il n'y a que Clermont-Ferrand, j'ai envie de vous dire. L'Auvergne n'est pas très peuplée, donc on va avoir une agglomération un petit peu isolée. Donc si on est dans des situations climatiques relativement correctes, on ne va pas avoir forcément une pollution très forte, on ne va pas avoir un environnement très urbain. Il ne faut pas oublier que Clermont, il n'y a pas d'autres grandes villes autour. À la différence par exemple du couloir rhodanien, où vous allez avoir une succession de villes, une succession de zones industrielles, etc. Et puis, parfois, dans certaines conditions climatiques, on atteint des pics de pollution forts qui sont au même niveau que d'autres villes de France très polluées. C'est pas des endroits où on peut venir à pied, là? Les PDU, ils ont bien cet objectif-là, c'est-à-dire de réduire le trafic automobile au profit de modes plus vertueux. Les villes en sont à un niveau très, très inégal. Ce qui fait souvent l'efficacité, c'est l'ancienneté de la réflexion dans une ville. C'est plus on s'y est pris tôt et plus les actions sont efficaces, parce qu'il faut penser qu'on ne fait pas basculer un système comme ça. On passe pas d'un système à un autre de manière simple. On change pas les habitudes des gens de manière simple. Et il faut du temps. Il faut des actions, il faut de la pédagogie, il faut des travaux, il faut tout un tas de choses qui peuvent se mener que sur un très long terme. Donc on peut être ambitieux pour un premier PDU, mais souvent l'ambition elle se fait sur 2 ou 3 PDU révisés et pour que ça commence à être vraiment efficace et être tangible. Ce qui fait que des villes qui ont commencé leur PDU au milieu des années 80 ou fin des années 80 vont être aujourd'hui souvent en avance dans leurs réflexions et dans leurs actions par rapport à d'autres villes qui les entament seulement maintenant. Alors je pense qu'il n'y a jamais une mesure, parce que c'est quelque chose de complexe. Ça dépend beaucoup de la structure de la ville, ça dépend beaucoup, quand je dis structure de la ville, c'est les types de population, les formes d'habitat, les formes de voirie, de desserte. C'est tout un tas de choses qui font qu'une ville est différente d'une autre, et donc il n'y a pas de solution miracle et uniforme qu'on pourrait appliquer de manière systématique à toutes les villes de France. Bon, ça c'est la première chose. La seconde chose, c'est que je pense qu'il y a un cocktail de solutions, un éventail de solutions qu'on va pouvoir utiliser. Alors c'est un petit peu de marche à pied, c'est un petit peu de mode type vélo, c'est du transport collectif, c'est beaucoup de pédagogie, peut-être parfois un petit peu de coercitif, interdire la voiture dans certains espaces, voilà. C'est tout ça, hein, c'est une addition de nombreuses choses qui vont arriver à un résultat tangible. L'ensemble de ces initiatives conduisent à réduire la pollution en ville et notamment la pollution atmosphérique. Nouvelles stratégies de déplacement, transport en commun, développement des modes doux, aménagement urbain vont dans le bon sens. Pour autant, elles ne sont pas assez offensives face aux défis actuels environnementaux et de santé publique. À nous, urbanistes, architectes et acteurs du territoire, d'insuffler un nouveau dessin de la ville afin de contrer ces problématiques contemporaines.